Salut les amis, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. Alors, le dernier chapitre des rayonnements. On va parler de la dosimétrie, la radioprotection et une petite introduction au laser. Alors, la dosimétrie, c'est quoi? Alors, vous savez que lorsqu'un rayonnement ionisant pénètre dans le corps humain, ce dernier va observer une quantité d'énergie de ce rayonnement, bien sûr. Cette énergie absorbée porte le nom de dose. Voilà, c'est tout. Non. Alors, on distingue 3 types de doses, d'accord? Une dose absorbée, une dose équivalente et une dose efficace. D'accord. Alors, le diapo dit quoi? Principe général et base de ma dosimétrie, de la dosimétrie, notion de dose absorbée, dose équivalente et dose efficace. Exemple et illustration, unité de mesure habituellement utilisée, période radioactive de certains isotopes, écran de protection, effet biologique des rayonnements ionisants. Oui, on va parler de tout ça. Alors, la dosimétrie, principe général, transformer un rayonnement naturellement indécellable par des moyens normaux de perception humaine en un signal auditif ou visuel correspondant aux plages de sensibilité de nos sens. C'est clair. Exemple de dispositifs et de procédés, chambre d'ionisation, compteur à scintillation. Bon. Spectrométrie Gamma. Bon. Base de dosimétrie. Alors, le but, c'est de déterminer l'énergie absorbée dans la matière. Alors, on a 3 types de doses. On a une dose absorbée. La dose absorbée, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie déposée dans la matière. D'accord? C'est la quantité d'énergie absorbée par un corps. S'exprime en Gray. Donc, le Gray exprime la quantité de rayonnement ionisant absorbé par le tissu du corps humain. C'est ça. La notion de dose équivalente. Alors, elle sert à comparer le degré de nocivité des différents types de rayonnement ionisant. D'accord? Parce que un Gray de photon X, par exemple, ou de photon gamma, de particules alpha, par exemple, n'aura pas le même effet d'un Gray de particules bêta, par exemple. Voilà. Donc, chaque rayon a son propre facteur qui s'appelle le facteur de pondération. D'accord? C'est ça parce que la dose équivalente va comparer le degré de nocivité de différents rayonnements. C'est pour ça qu'elle est égale à la dose absorbée par tissu, par organe, d'accord, dt, fois le facteur de pondération du rayonnement. D'accord? Il y aura un tableau où ils vont donner ces facteurs. D'accord? Parce que chaque rayonnement a son propre facteur de pondération. La dose efficace, puisque chaque rayonnement a son propre facteur de pondération, d'accord, qui va déterminer le degré de son nocivité. Donc, chaque tissu a son propre facteur de pondération aussi. C'est-à-dire,
que pour une certaine dose équivalente, d'accord, pour voilà, un sievert par exemple, un sievert voilà, un sievert ne va pas avoir le même impact dans les poumons, tant dans les reins, par exemple. D'accord. Donc, E, c'est l'énergie ou la dose efficace, égale à la somme de la dose, voilà, équivalente d'un organe ou d'un tissu multiplié par le facteur de pondération de cet organe. D'accord? Vous avez compris, j'espère. Donc, le sievert exprime l'effet biologique du rayonnement ionisant. Oui, donc le degré de nocivité, de gravité du rayonnement appliqué. Le Becquerel, je ne sais pas pourquoi il a cité, mais le Becquerel exprime l'activité, c'est-à-dire le nombre de transformations au sein de la substance radioactive par seconde. Référence cours précédent. Oui. Base de la dosimétrie. Exemple d'écran de protection en pratique, rayonnement alpha. Rayonnement alpha est plus lourd que le rayonnement bêta, d'accord? Un feuillet de papier peut protéger d'un rayonnement alpha parce qu'il est lourd, d'accord? C'est l'atome d'hélium, d'accord? Donc, une feuille de papier peut protéger d'un rayonnement alpha. Rayonnement bêta. Une plaque de plexiglas de faible épaisseur peut protéger d'un rayonnement bêta. Une plaque de plexiglas de faible épaisseur peut protéger d'un rayonnement bêta. Alors, plexiglas, c'est quoi? C'est le verre de protection. D'accord? Rayonnement X ou rayonnement gamma qui est très pénétrant. Donc, une épaisseur conséquente de plomb peut protéger d'un rayonnement X ou gamma. D'accord, remarque. En toute rigueur, affirmer que ces écrans arrêtant un rayonnement ionisant au sens courant du terme n'est pas vrai. Oui. Ces écrans réduisent considérablement le rayonnement émis. Un écran ne peut arrêter totalement un faisceau. Tout un faisceau. Mais un écran de plomb de 9 cm, un photon sur 1000 d'un faisceau de 1000 mégaélectronvolts. D'accord? Donc, en toute rigueur, ils ne vont pas arrêter tout le faisceau du rayonnement ionisant. Voilà. Ce tableau exprime les périodes radioactives de quelques isotopes. Donc, leur demi-vie. D'accord? Le tétanium 99M, qui est produit artificiellement, est très utilisé en médecine nucléaire. Technétium. Voilà. Il subsiste moins de 6,3% du technétium 99M initial après 24 heures. Voilà. Effet biologique. Parce que quand en médecine, on utilise des éléments radioactifs à une courte vie. D'accord? Effet biologique des rayonnements ionisants. Oui. Alors, attendez. Alors, les effets biologiques des rayonnements ionisants
sont soit négligeables. Et on parle pas généralement de ces effets parce que, enfin, sont négligeables. On peut pas les voir, on peut pas. Sinon, les effets qui vont avoir un impact majeur ou majeur sur la structure cellulaire sont les effets soit déterministes, soit stochastiques. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ionisation d'atomes ou de molécules, cascade d'événements dans les cellules, effet immédiat, destruction des tissus ou effet à long terme, pathologie tumorale ou maladie héréditaire. Oui. Alors, je vais parler de ça. Les effets déterministes. Les effets déterministes sont des effets sur la santé directement liés à la dose. Directement liés à la dose. Donc, ils sont dépendants de la dose. La gravité augmente en fonction de la dose. Donc, ils vont avoir un seuil où aucun effet ne se produise. Donc, en dessous de ce seuil, aucun effet ne se produit. Ce seuil varie d'un individu à un autre. Donc, quand on va dépasser ce seuil, la gravité augmente avec la dose. Je dis bien avec la dose. Par conséquent, il y aura une population critique de cellules qui vont être touchées. Donc, soit un dysfonctionnement grave ou décès. Exemple de la lésion pulmonaire, par exemple. D'accord. L'effet stochastique. Alors, je reviens à l'effet déterministe. Donc, les paramètres de l'effet déterministe, on a une forte dose, un effet à seuil, je dis bien à seuil, et délai d'apparition court. Donc, c'est pour ça on dit, par exemple ici, dans les effets immédiats, destruction des tissus. D'accord? C'est un effet immédiat. Donc, délai d'apparition court. D'accord? Dès qu'on aura cette dose, il y aura l'apparition de la lésion pulmonaire, par exemple. D'accord? L'effet stochastique se produisant généralement sans seuil de dose. D'accord? Par hasard, c'est-à-dire que l'apparition de cet effet est proportionnelle à la dose. Je dis bien l'apparition de cet effet est proportionnelle à la dose. Mais la gravité ou la sévérité de cet effet ou du cancer, par exemple, est indépendante de la dose. C'est-à-dire, quand on aura cette dose, alors, par exemple, l'apparition du cancer des os, par exemple, aura lieu quand on va absorber une dose de 50 Gray, par exemple. Alors, 50 Gray, quand on aura ces 50 Gray, il y aura l'apparition de ce cancer. Mais si on aura 60 Gray, il n'y aura pas une augmentation de la sévérité de ce cancer. Vous me comprenez ici? D'accord? Donc, soit ils sont somatiques, donc subis par la personne exposée, soit héréditaires. D'accord? Parce qu'il y a des tumeurs, des cancers qui sont héréditaires. Voilà. Pathologie tumorale et maladie héréditaire. Effet à long terme. C'est pour ça, c'est un effet à long terme. Donc, les paramètres de l'effet stochastique sont une faible dose,
Donc, une faible dose va provoquer l'apparition de ces pathologies, par exemple. Et il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil. D'accord? Et le délai d'apparition est lent. D'accord? Voilà. C'est pour ça, dose, délai d'apparition, effet seuil, effet déterministe, effet aléatoire, stochastique, aléatoire. J'ai bien dit qu'ils se produisent généralement par hasard. D'accord? C'est pour ça que, comme j'ai dit par hasard, donc il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil. Il y a juste selon l'individu. Voilà. Donc, l'effet déterministe. Alors, une forte dose, effet à seuil, délai d'apparition court, gravité qui augmente avec la dose. Gravité qui augmente avec la dose. Effet aléatoire d'ordre stochastique, faible dose, pas de seuil et délai d'apparition lent. Effet qui augmente avec la dose. Effet qui augmente avec la dose. Voilà. Effet biologique, schématisation simple, rayonnement ionisant, impact négligeable sur la structure cellulaire, cellules réparées, effet négligeable. Impact majeur sur la structure cellulaire, mutation cellulaire, effet stochastique, ou mort cellulaire immédiat ou différé, donc effet déterministe. Introduction au laser. Maintenant, définition et principe général. Laser, light amplification stimulated emission of radiation. Donc, c'est ça, le laser. Rayonnement électromagnétique monochromatique, parce que chromatique, ce sont les couleurs, d'accord? Mono, c'est un. Donc monochromatique, caractérisé par des fréquences allant de l'infrarouge à l'ultraviolet. Oui, en passant par le visible. C'est ça. Toutes les ondes composant ce rayonnement soient en phase, ondes dites cohérentes. Faisceau lumineux cohérent de forte énergie. Alors, caractérisation, notion d'émission simulée. Alors, je préfère que je vous explique ça dans une feuille, d'accord? Puis, on va lire, enfin, le diapo. Alors, chaque atome est composé d'un noyau, bien sûr, entouré d'électrons. D'accord? Entouré d'électrons qui se déplacent autour du noyau et qui sont répartis sur différentes orbites. D'accord? Qui sont les différents niveaux d'énergie, d'accord? Ça, c'est un niveau d'énergie, ça, c'est un niveau d'énergie, et ça, c'est un niveau d'énergie. Alors, par exemple, cet atome est constitué de 3 niveaux d'énergie, par exemple. Tout d'abord, on va chercher à augmenter le niveau d'énergie de cet atome en lui apportant une quantité d'énergie qui correspond à la différence entre deux niveaux. D'accord? Par exemple, entre ce niveau et ce niveau. Ou ce niveau et ce niveau. C'est souvent entre ce niveau et ce niveau. D'accord? Delta E. D'accord? En lui envoyant, par exemple, un photon. D'accord? À une énergie qui est égale à celle-là. D'accord? Donc, l'électron va se déplacer, par exemple, cet électron va se déplacer vers un niveau d'énergie plus élevé. Donc, de là vers là, par exemple. Dans le cas du laser,
Ce phénomène s'appelle le pompage. D'accord? Et l'atome va être donc excité. D'accord? Et l'atome va être alors excité. D'accord? Comment faire ce pompage optique? Alors, ça, c'est un pompage optique. Par exemple, si on va envoyer un photon ou des photons. D'accord? À l'aide d'un flash lumineux, d'accord, on va envoyer toutes les longueurs d'onde dans une matière bien précise, par exemple. Et cette matière va absorber une certaine longueur d'onde. Et cette longueur d'onde aura l'énergie qui est égale à ce delta E. D'accord? Qui est capable de faire transiter un électron lié au niveau 1 directement au niveau 3. C'est le plus souvent dans les lasers. D'accord? Quand cet électron va descendre, il va bien sûr perdre une énergie sous forme de chaleur. Mais quand il y aura une désexcitation vers ici, il y aura deux phénomènes. Soit spontanément, il y aura l'émission quand cet électron va transiter vers cette orbite, va envoyer ou va libérer un photon de certaines longueurs d'onde. D'accord? C'est le photon émis. Ou ce photon émis va rencontrer un autre atome excité. Donc, qui va absorber. Donc, voilà. Donc, cet atome va absorber ce photon et va émettre deux photons de même phase. D'accord? Photon. D'accord? Va pas absorber, fait. Voilà, va rencontrer cet atome. Oui, elle va absorber et elle va l'émettre dans la même longueur d'onde. Vous voyez ici, donc, en face et dans la même direction. Quand ce phénomène va se répéter, donc il y aura une multiplication parce qu'il y aura plusieurs atomes excités. Bien sûr, on aura besoin de plusieurs atomes excités à soit 3 niveaux ou voire plus, d'accord, niveau d'énergie. Il y aura l'émission d'un faisceau laser. Mais, bien sûr, comment ce faisceau va être émis sous cette forme? Alors, ça, c'est la cavité optique. La cavité optique est constituée d'un miroir qui est 100% réfléchissant, et d'un miroir qui est semi-réfléchissant, qui est à 95 jusqu'à 98% réfléchissant. Donc, il y aura une partie qui va être diffusée. Alors, ici, quand il y aura des faisceaux lumineux qui vont rencontrer ici, par exemple, 3. Il y aura, par exemple, un photon qui va sortir, qui va être diffusé, et les autres vont être réfléchis et vont rencontrer d'autres atomes excités qui vont former d'autres photons et qui vont former plusieurs photons. Et il y aura cette diffusion en phase dans une seule direction. Voilà. Attendez. Donc, on va lire maintenant. Voilà. Notion d'émission stimulée.
Alors, on avait vu ça. Un atome excité retourne à un état plus stable en émettant spontanément, dès les variables quelques nanosecondes, un photon X de fluorescence d'énergie E est égal à H fois mu. Possibilité de contrôler ou de stimuler l'émission de ce photon, bien sûr, parce que c'est nous qui vont... comment on dit envoyer ce photon. Donc, c'est nous qui vont contrôler l'émission de ce photon. Si un atome excité émettant spontanément un photon d'énergie est stimulé par un photon d'énergie identique, alors il y a émission en phase simultanément et donc dans la même direction. Oui, parce que par exemple j'ai dit l'atome va absorber le photon émis et cet atome est excité de la même façon que l'atome qui a émis le premier photon, donc il va émettre deux photons qui ont une énergie identique. Le retour à l'état stable n'est plus spontané mais provoqué par le photon incident. Ouais. Notion de multiplication. La stimulation permet d'obtenir deux photons cohérents, de même énergie en phase et de même direction. Obtenir un faisceau laser nécessite de multiplier ce phénomène. Notion de multiplication, processus de multiplication dans une cavité optique. On avait dit qu'elle est constituée de deux miroirs. Chaque photon émis stimule à son tour l'émission de photons, tous en phase, bien sûr, émis par les atomes excités du milieu, en plusieurs allers-retours entre les deux miroirs, parce qu'il y a un miroir 100% réfléchissant et un miroir qui est à 95, 98, 98% réfléchissant de la cavité optique. Une sélection de directions s'opère et le nombre de photons cohérents augmente, bien sûr, dans l'aller-retour. Entre les deux miroirs, signal suffisamment intense, le faisceau laser émerge de la cavité. L'amplification du signal nécessitait que le nombre d'atomes excités soit bien plus important que celui des atomes stables. Oui. Configuration d'inversion de population, nécessité de favoriser le processus de pompage, apport d'énergie extérieure pour exciter les atomes du milieu. Oui, apport d'énergie extérieure, soit par le pompage optique, quand on avait vu par le flash lumineux, par exemple, quand on a envoyé toutes les longueurs d'onde, ou bien électrique par des électrons ou chimique, d'accord. Nécessité d'un milieu favorable, milieu actif à 3 niveaux d'énergie. On avait dit que l'atome a plusieurs niveaux d'énergie, plusieurs orbitales. Donc, milieu actif à 3 niveaux d'énergie, voire plus, d'accord. Milieu pour lequel les atomes restent suffisamment lentement dans un état excité. Parce que ces atomes vont avoir 3 étapes pour être désexcités. Premièrement, c'est l'état d'instabilité ou de l'excitation, d'accord. L'état, le deuxième stade plutôt, c'est le stade de la métastabilité, d'accord. État intermédiaire, puis l'état stable, d'accord. Parce que l'état intermédiaire, on aura cette émission de chaleur, d'accord, d'énergie sous forme de chaleur. Milieu, type de laser. Oui, alors les milieux soit solides, soit gazeux, voire même liquides, d'accord. Le milieu où les atomes sont excités, d'accord. Différents types caractérisés par les longueurs d'onde spécifiques. Laser, un milieu actif solide. Laser, un milieu actif gazeux, etc., etc. Solide comme le rubis,
D'accord, c'est le plus connu. Application médicale ad hoc selon la nature et les spécificités du laser. Oui, parce qu'il y a plusieurs natures du laser selon les longueurs d'onde et tout, où ils auront de différents effets, d'accord? Par exemple, on aura des lasers à haute énergie qui vont même diviser du fer, par exemple. Bon. L'effet biologique. Alors, il dépend de la longueur d'onde, de la durée d'exposition, oui, au laser, d'accord, de l'énergie déposée. C'est la même chose de dire il dépend de la longueur d'onde, la nature du tissu exposé, bien sûr, parce qu'il y aura une dose absorbée, comme on avait vu dans la dosimétrie. Et l'absorption du rayonnement, exactement. L'effet thermique le plus fréquent, 45 degrés, il y en a une hyperthermie tissulaire, 50 degrés, dénaturation des protéines, 60 degrés, effet de coagulation, parce qu'on avait dit que ces atomes excités, lors de leur désexcitation, il y aura l'émission d'une énergie sous forme de chaleur, d'accord? C'est pour ça, 45 degrés. Hyperthermie cellulaire, 50 degrés dénaturation des protéines, 60 degrés effet de coagulation. Et on utilise cet effet de coagulation dans l'ophtalmologie, par exemple. L'effet photochimique, laser à courte longueur d'onde, destruction de certains acides aminés, tyrosine, tryptophane, etc., etc. Les effets mécaniques, ils ne sont pas très bien connus et maîtrisés. D'accord? Il s'agit de lasers de forte énergie avec des temps d'application brefs. D'accord? Nanosecondes ou picosecondes. Propagation d'une onde de choc. Pulvérisation de certains matériaux. Destruction de calculs rénaux, par exemple. D'accord? À très haute énergie. Risques possibles. Les risques sont liés principalement aux effets thermiques, brûlures et lésions oculaires. Oui. Ils sont accrus si la longueur d'onde n'est pas dans le spectre visible. Oui, bien sûr. Porte obligatoire de lunettes protectrices et évitement des surfaces réfléchissantes. Oui, quand il s'agit de laser à haute énergie. D'accord. Ophtalmologie. Absence d'absorption par les milieux transparents, la cornée, le cristallin, la vitrée. Absorption importante par la mélanine, la rétine, et hémoglobine, vaisseau, traitement des décollements de rétine, photocoagulation à la périphérie des zones de déchirure pour les fixer. D'accord? Donc on va provoquer la coagulation pour fixer ces zones de déchirure. Traitement des rétinopathies, donc les pathologies de la rétine, exsudative, coagulation des ponts de la paroi vasculaire où se produisent les exsudats, voilà. Chirurgie de la myopie, contre-indication, hémorragie vitréenne et opacité cristalline. En fait, les exsudats, c'est quoi? Ce sont des blastèmes formés lors d'une pathologie. D'accord? Et les blastèmes, ce sont des structures qui sont amorphes, qui n'ont pas de forme.
d'accord, dispersés dans le tissu. Chirurgie, hémostase, l'argon, destruction tissulaire, CO2, et la découpe chirurgicale, CO2. Et voilà, on a terminé.